On va se pencher aujourd'hui sur un outil climatique assez unique qui a complètement changé la donne en Europe. Et cet outil, il fête ses 20 ans. C'est l'âge parfait pour un premier bilan, non? On parle bien sûr du marché du carbone de l'Union européenne. Allez, on attaque direct avec ce chiffre. Moins 47%. C'est un chiffre qui frappe, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il représente au juste? C'est tout simplement la baisse des émissions des secteurs les plus polluants de l'économie. Pensez aux centrales électriques, à l'acier, au ciment. On parle de plus de 11 000 sites industriels, une réduction vraiment massive qui a été pilotée par un mécanisme de marché. La question c'est comment ce système a-t-il pu réussir un tel exploit? Et surtout, est-ce que ça va suffire pour la suite, pour les défis qui nous attendent? C'est parti pour le bilan de performance. Ce système, qu'on appelle souvent l'EETS, c'est un peu l'employé modèle de l'Europe dans la lutte contre le changement climatique. Alors, voyons un peu son bulletin de notes. Alors, comment ça marche? En fait, le principe est assez simple. L'Europe fixe un plafond global d'émissions et ce plafond diminue chaque année. Les entreprises, elles, doivent avoir un quota pour chaque tonne de CO2 qu'elles émettent. Si elles polluent moins que prévu, super, elles peuvent vendre les quotas qu'elles n'ont pas utilisés. Par contre, si elles polluent plus, elles doivent en acheter. C'est un peu comme un jeu de chaises musicales pour les pollueurs. Chaque année, on retire une chaise, ce qui force tout le monde à devenir plus efficace. Bon, premier critère d'évaluation, et c'est le plus important évidemment, est-ce que ce système a vraiment, concrètement, fait baisser les émissions? Et là, la réponse est sans appel. Regardez bien cette différence. D'un côté, les industries qui sont dans le marché du carbone, une chute spectaculaire de 47%. Et de l'autre, des secteurs comme les transports ou le bâtiment qui, eux, dépendent d'autres politiques et où la baisse est beaucoup moins nette. La conclusion est assez claire. Le marché carbone, ça fonctionne. Mais alors, comment on a obtenu cette réduction? Pour comprendre, il faut s'intéresser au puissant moteur économique qui fait tourner tout le système, le fameux prix du carbone. Ce qui est vraiment fascinant, c'est l'évolution de ce prix. Pendant des années, il était franchement ridicule, autour de 5 € la tonne. Ça n'incitait pas à grand-chose. Mais regardez ce qui s'est passé. En 2023, il a complètement explosé pour dépasser les 100 €. Et là, tout change. D'un coup, polluer devient un vrai luxe et investir dans les technologies vertes, ça devient juste de la pure logique économique. Alors, comment on explique cette hausse spectaculaire? Il y a 3 raisons principales. D'abord, des réformes politiques qui ont rendu le système plus strict, plus ambitieux. Ensuite, la crise énergétique a fait grimper la demande de quotas. Et enfin, il y a un mécanisme assez malin qu'on appelle la réserve de stabilité. En gros, c'est un régulateur automatique qui retire les quotas en trop sur le marché. Ça garantit que le prix ne s'effondre pas et que la pression pour innover, elle, reste bien constante. Un prix élevé et stable, ça a une autre conséquence, et pas des moindres. Ça génère des revenus colossaux. Depuis 2013, le système a rapporté plus de 150 milliards d'euros aux États membres. Et cet argent, il ne part pas dans la nature. La règle est très claire, au moins la moitié de ces recettes doit être réinvestie dans des actions pour le climat et l'énergie. On transforme donc une contrainte pour les pollueurs en un véritable levier de financement pour la transition écologique. Et ce n'est pas tout. Une grosse partie de cet argent, on parle de plus de 40 milliards d'euros, alimente directement un fonds pour l'innovation. Son objectif, financer les technologies de rupture, celles qui vont nous permettre de décarboner l'industrie lourde, de l'acier vert produit avec de l'hydrogène par exemple, ou encore la capture du CO2 directement à la sortie des cheminées d'usines. Jusqu'ici, le bilan est donc plutôt impressionnant. Sauf que, le plus dur reste à faire. Le système entre maintenant dans sa phase la plus critique, s'attaquer au cœur du réacteur industriel de l'Europe. Et là, le défi est absolument colossal. Prenez le ciment. La majorité du CO2 ne vient même pas de l'énergie utilisée, mais de la réaction chimique elle-même. Pour l'acier, il faut carrément réinventer un procédé industriel qui a plusieurs siècles. On ne parle plus de petits ajustements là, on parle de véritable révolution technologique. Et on arrive à un point absolument crucial. Le marché du carbone, aussi puissant soit-il, ne pourra pas relever ce défi tout seul, c'est impossible, il a besoin d'alliés. En fait, il faut le voir comme la pièce maîtresse d'un puzzle beaucoup plus grand. Le Green Deal, la stratégie globale de l'Europe. Il fonctionne main dans la main avec une taxe carbone aux frontières pour éviter la concurrence déloyale des pays moins regardants sur le climat, mais aussi avec des plans massifs pour les énergies renouvelables. C'est toute une approche système. Alors, au final, quel est le verdict de ce bilan de performance? Et quel sera le rôle de ce système pour les décennies qui viennent? Sur ce point, il y a un vrai débat stratégique. D'un côté, il y a ceux qui pensent que le marché du carbone doit rester le pilote principal. Après tout, il est efficace, flexible, il a fait ses preuves.
Et de l'autre, ceux qui disent que non, ce n'est qu'un outil parmi d'autres, et que pour les secteurs les plus compliqués, il faudra un soutien beaucoup plus direct de la part des États. Mais en réalité, la conclusion qui ressort de notre analyse, c'est qu'il faut peut-être dépasser ce débat. La vraie question, ce n'est pas de choisir son outil préféré, mais de réussir à faire jouer tous les instruments ensemble, en parfaite harmonie. La clé, c'est la coordination. Ce qui nous amène à cette question finale. Après 20 ans de succès, est-ce que le marché du carbone peut passer du statut de simple instrument à celui de véritable chef d'orchestre, celui qui va diriger toute la symphonie de la transition en Europe? Le défi est immense et l'avenir de la politique climatique du continent en dépend entièrement.